L'invité de Smart Impact, c'est Valérie Pommier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Résilience Montagne. Alors c'est quoi? C'est une association, c'est ça? Oui, une association. Vous l'avez créée quand et pourquoi? J'ai créé pour travailler l'impact du réchauffement climatique en montagne, les causes et conséquences, et puis trouver des solutions quand il y en a. Oui, donc vous l'avez créé, je crois, en 2018. Vous êtes basé à Annecy. Un mot de votre histoire personnelle. J'ai presque envie de dire que vous êtes une repentie. Est-ce qu'on peut employer ce terme-là? Une transfuge. Oui, une transfuge, oui. Expliquez-nous. Ben oui, on n'est pas. Je dis, il n'est jamais trop tard pour essayer de mieux faire, et Oui. ça me va bien. Mmh. Je viens du milieu des affaires. J'ai œuvré à bétonner les montagnes, à investir en montagne et à travailler l'attractivité des territoires de montagne d'un point de vue touristique. Oui. Globalement, voilà. D'accord. Donc j'ai fait partie du problème. Oui. Et la prise de conscience, elle date de quand? Elle se fait comment? Grâce à qui? En 2016, c'est pas très vieux. J'assiste à une conférence aux mines à Paris et un certain monsieur Jean Covici parle d'effondrement et d'impact carbone. Et je le mets dans ma vie et je me dis, oh, mais en fait, je participe à ça et je suis en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Et je ne peux plus vivre avec. D'accord, et donc il y a vraiment cette bascule, ce choix professionnel majeur de créer cette association. Vous formez, vous sensibilisez, quels sont vos leviers d'action? Oui, sensibiliser, amener un débat contradictoire. Pas laisser ce qu'on appelle les experts du ski ou de la montagne ou du tourisme, qui pour moi sont des lobbyistes en fait. J'aime bien amener le contradictoire sur la vérité des territoires de montagne. Et puis conférences, débats, pas mal de lobbying, travaille avec beaucoup d'associations en montagne qui s'érigent contre des projets anachroniques, des recours juridiques beaucoup, pour faire respecter la loi. Les recours ne sont pas militants, c'est juste de faire respecter la loi en fait. Et voilà, tout ça... Comment vous êtes reçu? Ben, ça dépend. Pas toujours bien, j'imagine. Ça dépend par qui. Ouais. Dans certaines stations, je suis menacée de mort. Ah bon? Mais bon, moi, c'est comme ça. La vérité est quelquefois dure à entendre. Et puis, quelquefois, plutôt bien. Les grandes écoles, les étudiants sont très ouverts à ce genre de discussion. Je suis pas mal appelée dans les grandes écoles. Dans des cabinets ministériels, ils savent, mais ils ont besoin de données techniques par territoire. Les associations d'habitants, il y en a partout aujourd'hui en montagne et ces gens-là ont besoin d'informations. Alors ça me surprend qu'à moitié que vous puissiez subir des menaces parce que ça existe là et ça existe dans d'autres secteurs et dans d'autres circonstances. Mais ce qui m'étonne en revanche, c'est peut-être le retard de prise de conscience. Je suis peut-être à côté de la plaque, mais ceux qui vous menacent, ils veulent rien voir ou alors ils sont conscients que c'est en train de changer et ils se disent de toute façon on n'a pas d'autre option? On dirait, moi je dis il y a tout en fait. Oui. Il y a encore des personnes qui ignorent. Il y a pas mal de climato-scepticisme en montagne. Quand on est dans un village reculé, dans un fond de vallée, qui donne l'info? Un maire, un affairiste qui est là. Donc il y a beaucoup de déni et le déni je le comprends parce que la vérité fait peur. Les modèles vont s'arrêter. Et puis il y a un besoin ou une envie de continuer comme avant parce qu'il n'y a pas de modèle de remplacement. Oui, mais enfin il y a quand même tout ce qu'on voit. On habite en montagne, on voit les glaciers qui reculent. Il y a malheureusement des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Oui. Parfois, pas toujours, mais de plus en plus violents, mais surtout de plus en plus fréquents. Donc, mais en fait, il n'y a pas non plus de volonté politique de changer, de transformer, de transitionner ou d'adapter. On est plutôt dans un modèle politique de collectivité publique qui conforte le modèle. Les subventions, par exemple, vont pour conforter et fabriquer la neige. On ne parle pas réellement d'adaptation et de sécurité au sens propre du terme, qui est la sécurité des villages. Ouais. Alors que vous dites, il faut sortir du modèle ? Il faudrait déjà... Mais sauf que c'est le modèle qui a apporté de la prospérité à ces territoires depuis, je sais pas, 60 ans. Et puis qui rapporte de l'argent. Donc comment parler transition quand ce modèle est aussi bénéficiaire pour quelques personnes? Mais on n'a pas le choix, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'être au bout du mur et les habitants des territoires vont devoir partir parce qu'il n'y aura pas eu de planification ou d'hiérarchisation des besoins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Autant en parler avant. Plus on est en amont de la fin, à pouvoir au moins en discuter, plus on limite la casse. Parce que, alors là, j'allais faire le parallèle avec la fermeture des mines. Sauf que la fermeture des mines, elle fermait et puis il n'y avait rien. Là, il y a des alternatives, c'est-à-dire qu'on peut,
oui ou non d'ailleurs, inventer d'autres activités pour permettre quand même à la montagne de rester attractive et d'attirer du monde? La montagne est devenue un produit comme un autre à vendre. Qu'est-ce qui remplacera le modèle du ski? Rien. Rien ne rapportera autant d'argent que l'industrie du ski. Est-ce qu'il faut remplacer un modèle qui n'est pas si bon que ça et qui dépend d'une saisonnalité par un autre? Est-ce qu'on doit étendre des saisons? Est-ce qu'on doit plutôt parler habitabilité du territoire? Parce qu'à plus 4 degrés, comme on nous dit de nous adapter à plus 4, qu'est-ce qu'on fait à plus 4 dans un village reculé quand il n'y a même plus d'autonomie alimentaire? En fait, la question, c'est l'habitabilité uniquement. Sur quel levier on peut agir? Qu'est-ce qui pollue le plus dans le modèle actuel? Moi, alors, ce que je vois d'ici, par exemple, quand on parle de sport, d'événements sportifs, c'est toujours les transports. Est-ce que c'est vrai aussi pour la montagne? En fait, on est dans des villages qui sont les plus loin en temps et en kilomètres des premiers ravitaillements et des premiers accès. On n'est pas comme en Suisse où il y a un réseau ferroviaire hyper développé. 60% des émissions viennent de la mobilité, environ. Et il y a certaines destinations qui ont comme cible 80% une clientèle étrangère qui arrive par avion. Donc ça, on le sait, c'est un fait, et on va dire que c'est les données techniques. Le deuxième facteur des émissions, ce sont les passoires thermiques. Les plus de 3 millions de lits touristiques sont des passoires thermiques, en fait. On devrait aujourd'hui mettre le paquet sur la rénovation énergétique. Mais moi, je vois, philosophiquement, on doit aujourd'hui parler de montagne et de contemplation, changer les récits, ne pas faire croire qu'il y a de la neige, ne pas vendre du ski à tout prix, et puis faire aimer cette montagne telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que le modèle économique de remplacement, il n'est pas là, en fait. Donc oui, il y a des leviers, mais ils sont politiques. Justement, vous parliez de la neige, faire croire qu'il y a de la neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de partage de l'eau, d'assèchement des nappes phréatiques, de quoi on parle? Quand on conforte le modèle du ski en montagne, on construit des bassines d'altitude pour fabriquer la neige. Les bassines, s'il y en a quelques-unes qui sont remplies par ruissellement, elles sont remplies par captage des sources et des torrents. Les Alpes sont les châteaux d'eau douce et d'eau potable de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau d'un point de vue hiérarchisation des besoins, sachant que la montagne, c'est aussi l'agriculture. Il y a énormément d'agropastoralisme. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis d'un point de vue énergétique, combien coûte de fabriquer cette neige? Et jusqu'où le modèle est rentable pour continuer à investir dans ce modèle? On a 93% des Français qui ne skient pas, mais tous les foyers fiscaux qui contribuent à l'impôt paient ces infrastructures-là. C'est juste poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ce modèle. Et donc préparer la transition, mais préparer la transition vers quoi? C'est-à-dire vers forcément... J'essaye de me projeter parce que moi j'aime bien sortir des discours qui sont anxiogènes ou culpabilisateurs, et on est un peu dans ce modèle-là depuis quelques minutes. Et je comprends très bien qu'il faille faire le constat, mais on se projette vers quel modèle? Ça veut dire quoi? C'est forcément des territoires moins peuplés, moins économiquement rentables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le modèle? Alors, si c'est anxiogène... Parce qu'il faut aussi donner envie, quoi. Alors en fait, oui, parce que le discours peut être beau. Oui, c'est anxiogène parce que la réalité, les faits sont là. Quand on voit un glacier fondre, c'est plutôt anxiogène parce que c'est notre eau potable qui se barre quand même. Vers quoi aller? Plus on construit de lits touristiques, plus les villages se dépeuplent. C'est-à-dire que le modèle n'est pas bon, en fait. Il y a une gentrification énorme. Les prix sont tellement élevés que les habitants eux-mêmes s'en vont. Quand on parle aujourd'hui d'impact du réchauffement climatique, on devrait se désaisonnaliser d'une industrie qui va s'arrêter. C'est logique, en fait. Ça veut dire repeupler des villages à l'année et trouver par territoire, parce que la solution n'est pas bonne partout, par territoire... Quelle est la jauge d'habitants permanents? De quoi on vit? Et ça passe par des moratoires précisément, comme des petites conventions citoyennes du climat, mais par territoire. À 1000 mètres, on ne parle pas du même phénomène et des mêmes problématiques à 2500 mètres d'altitude. Et c'est ça qu'on devrait au moins mettre en place, au moins de la discussion entre tous les acteurs économiques. Et puis, se dire que l'histoire est belle, puisque la page est blanche. Finalement, l'histoire est à réécrire. Elle sera peut-être pas aussi prospère financièrement. Mais est-ce qu'on a le choix? Merci beaucoup Valérie Pommier, c'était passionnant de découvrir votre travail avec Résilience Montagne pour sensibiliser au futur de... Tiens d'ailleurs, un tout petit mot quand même, parce que j'allais oublier, il y a les JO d'hiver en 2030. C'est le vieux modèle qu'on continue de promouvoir, ou alors c'est l'occasion de commencer à promouvoir le changement à transition? Alors,
changer le modèle en injectant des milliards dans ce modèle, sachant qu'il est mort, je ne suis pas sûre qu'on rende service au territoire de montagne. On va devoir faire croire en 2030 au monde entier qu'il y a de la neige partout et que les paysages sont magnifiques, avec une fin à ce modèle. Moi, je ne suis pas sûre qu'on rende service au territoire de montagne et qu'on puisse parler transition en confortant ça, en fait. C'est dommage parce que si on budgète 4-5 milliards dans ce truc-là, on devrait, sans condition de JO, plutôt parler adaptation avec ces 4-5 milliards, parce qu'aujourd'hui, les montagnes s'écroulent, littéralement. Les cours d'eau sortent, il y a des crues torrentielles partout. Et finalement, je me dis, si ces JO 2030 ont lieu, ce sera une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que les fonds de vallée sont toujours accessibles et qu'il n'y a pas eu d'éboulement majeur qui ne permettent plus d'atteindre les villages. Merci beaucoup Valérie Pommier. Résilience montagne. Merci. On passe tout de suite au zoom de ce Smart Impact.